Bienvenue dans 10 raisons d'espérer, le nouveau podcast de l'Institut catholique de Paris. Merci de vous installer. À l'occasion de ses 150 ans, l'ICP tend son micro à ceux qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et à travers l'exemple, Dans chaque épisode, un enseignant-chercheur de l'ICP rencontre un porteur de projet engagé et inspirant. donc la question sous-jacente. Ensemble, ils échangent sur leurs actions pour redessiner l'avenir du monde. Des salariés en colère, une barrière à la main, qui bloquent un rond-point. En 50 ans, la part de l'industrie dans l'économie française a été divisée par plus de 2. Des milliers d'usines ont fermé. Et une grande partie de ce que nous consommons est désormais fabriqué à l'étranger. Le groupe explique qu'il n'avait pas le choix. La concurrence venue d'Asie reste trop forte, produire en France, trop cher. Alors faut-il continuer à acheter au moins cher ou redonner davantage de place à la production française ? Regardez le désert. Regardez le résultat d'une politique de fermeture d'entreprise. Pour en parler, un ancien secrétaire d'État. Bonjour, je m'appelle Yves Gégaud. J'ai fondé il y a maintenant un peu plus de 15 ans la certification Origine France Garantie, qui est un outil de validation de ce qu'est un produit français. Et un banquier d'affaires devenu enseignant-chercheur. Bonjour, je m'appelle François-Louis Renon, je suis maître de conférence en finance à l'Institut catholique de Paris. Si vous achetez Origine France Garantie, vous allez aider le pays à mieux se financer. Si vous achetez un produit chinois, il ne payera pas votre retraite. Pendant longtemps, la France a été l'une des plus grandes puissances industrielles du monde. Mais en quelques décennies, une partie de cette production a quitté le territoire. Il y a un siècle, la France produisait 40% du textile mondial. Aujourd'hui, on produit 3% du textile dont ont besoin les Français. Prenons un exemple qui est le saumon. Je demande du saumon, voilà. 85% du saumon consommé en France est importé. Ça veut dire qu'on est totalement dépendant. Je ne parlerai même pas des escargots spécialité française qui sont à 98% importés. Alors, comment en est-on arrivé là ? Je pense que la mondialisation telle qu'elle était vécue par le patronat, c'est pas les politiques qui ont inventé la mondialisation, c'est le patronat. Cette espèce de vision portée par Serge Tchuruk dans les années 84, qui disait « je rêve d'une entreprise sans usine ». C'est-à-dire, en gros, on va garder les cols blancs, on va garder le savoir-faire, mais les ouvriers, les cols bleus, ça doit être des pauvres qui sont à l'autre bout de la planète, et puis on va leur confier ça et ça ira bien. D'abord, c'était très méprisant vis-à-vis de ces pays, c'était laisser penser que ces pays n'avaient pas la capacité d'avoir des cols blancs. Et on voit bien, par exemple, la Chine, qui a été considérée comme l'usine du lumpenprolétariat mondial pendant des années, est en train de damer le pion à tout le monde en étant innovante, performante et en étant en train d'inverser cette tendance-là. Aujourd'hui, le prix reste le premier critère d'achat pour une majorité de Français. Les personnes vont être capables de consommer français à partir du moment où le différentiel de prix n'excède pas 15 à 20%. Si on propose un produit made in France 30% ou 40% plus cher que le produit étranger, alors logique économique et logique budgétaire familiale oblige, bien souvent, dans la majorité des cas, c'est le produit étranger qui va être préféré. Vous savez, on importe 700 milliards par an de biens de consommation. 700 milliards. Si on diminuait cette importation de 10%, un effort insurmontable, 10%, ce serait 70 milliards de moins de produits importés, donc 70 milliards de plus de produits fabriqués en France consommés, ce serait 20 milliards dans les caisses. Donc consommer français, c'est résoudre le problème des contribuables. Je pense, si j'étais provocateur, qu'il faut marquer sur toutes les voitures chinoises et les produits chinois, ce produit ne paye pas votre retraite. Le débat dépasse désormais la seule question économique. Il touche aussi à la transmission des savoir-faire. À partir des années 90-2000, on a eu un petit peu le sentiment que dans le débat public, finalement, parler d'identité, c'était presque un gros mot. Il ne fallait pas trop en parler parce qu'on risquait d'être taxé trop ceci ou pas assez cela.
On a un savoir-faire français, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, et donc peut-être qu'on a quelque chose à dire, nous aussi, sur la scène de l'économie mondiale, parce que dans notre identité, dans notre manière d'appréhender les problématiques, dans notre manière de produire, dans notre manière de concevoir, on a le sentiment que tout doucement, cette logique, je dirais, identitaire dans le bon sens du terme, revient en se posant les bonnes questions. Encore faut-il savoir ce que l'on achète réellement. Au siècle dernier, l'origine, c'était la marque. Vous achetiez une marque dite française, c'était fait en France. Aujourd'hui, l'origine, c'est plus la marque. La Toyota Yaris est faite à Valenciennes et la Clio Renault est faite en Turquie. D'où la création d'un certificat. Pour être Origine France garantie, l'essentiel du produit doit avoir été fait en France. Et puis ensuite, critères qui se cumulent, il faut qu'il y ait au moins 50% de sa valeur ajoutée qui était acquise sur le sol français. Dans le meilleur des foie gras, il peut y avoir un grain de poivre qui vienne d'ailleurs, mais ces deux règles s'additionnent. Elles donnent lieu donc à cette certification qui s'appelle Origine France Garantie, qui est d'ailleurs généraliste, que vous pouvez retrouver sur un train, sur un produit agroalimentaire, sur un produit textile, sur toutes sortes de produits, et qui au fond un indicateur qui est donné aux acheteurs. Aujourd'hui, le consommateur n'est plus dupe. Le consommateur des années 80 était plus dupe parce qu'on était dans une consommation de masse, parce qu'on ne connaissait pas trop le marketing, parce qu'on découvrait toutes ces techniques-là. Aujourd'hui, les jeunes gens que nous formons, les jeunes étudiants, ils sont plus dupes du tout de ça. En choisissant un produit Origine France Garantie, vous êtes sûr qu'on ne vous raconte pas une histoire. C'est destiné à lutter contre ce qu'on appelle en français le franco-lavage et en anglais le French washing. Et tous ceux qui vous expliquent que leur produit est de tradition française, que la France s'incarne dans leurs produits, mais qui en réalité sont des produits fabriqués ailleurs. C'est-à-dire que la marque existe, mais vous ne savez plus où la marque produit, donc il y a une opacité sur l'origine. On veut reconquérir les origines, et derrière ça, il y a un travail humaniste. C'est au fond protéger les producteurs. Quand on choisit un produit d'Origine France, Origine France Garantie, on sait que le producteur est en France, qui paye ses impôts en France, qui respecte des normes sociales, environnementales, sanitaires qui sont parmi les plus élevées du monde, donc ça donne aussi de la qualité, et qui paye ses charges sociales, qui paye les retraites. Voilà, on essaye de dire, si vous achetez Origine France Garantie, vous allez aider le pays à mieux se financer. Si vous achetez un produit chinois, il ne payera pas votre retraite. Depuis la crise sanitaire, plusieurs centaines de projets de relocalisation ou d'implantation industrielle ont vu le jour en France. Le mouvement reste limité, mais il marque un changement de direction. Depuis 2022, on a un processus inverse qui commence à revenir avec des réimplantations d'industries en France, des ouvertures de sites industriels. On a pris conscience, je pense collectivement, post-Covid, qu'il n'était plus possible d'être, allez, je suis un peu sévère en disant uniquement, mais en tout cas majoritairement une économie de service, et qu'on a besoin à un moment donné de grandes entreprises industrielles, voire de PME industrielles, qui vont fabriquer quelque chose avec leur savoir-faire. Et c'est véritablement ces entreprises-là qui amènent le supplément de valeur ajoutée qui parfois nous manque dans ce pays. Aujourd'hui, c'est 81% les services et 17% agriculture plus industrie. C'est très faible. Il faudrait qu'on arrive à remonter à 30-35%. Et là, ce serait beaucoup plus équilibré. Ça ne veut pas dire fermer nos frontières, ça ne veut pas dire se fermer au monde, ça veut dire rester un modèle équilibré, hybride, ouvert. Depuis une quinzaine d'années, l'opinion a compris que la souveraineté et le patriotisme économique, ce n'était pas des valeurs ringardes et d'un autre monde. Que la jeunesse a compris qu'au fond, acheter un produit qui était fait à proximité, ça avait des vertus environnementales sur son poids carbone. Et puis que le patronat est en train de changer un peu, alors pas assez à mon goût, pas assez vite, mais sur cette idée de dire que tout se vaut en matière économique. Moi, je pense qu'une entreprise de service, une entreprise de distribution, c'est très important. Mais si vous n'avez plus les entreprises de production, c'est un peu comme le train. Vous avez des locomotives qui sont utiles. Un train sans locomotive, ça ne sert à rien. Mais par contre, des locomotives sans wagon, ça ne marche pas. Et donc, l'économie de production, c'est la locomotive. C'est celle qui permet d'abord de défendre sa souveraineté, de créer de la prospérité. On dit qu'un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois dans les services. Cette évolution est particulièrement visible chez les plus jeunes générations. Consommation responsable, impact environnemental, traçabilité.
Autant de sujets qui occupent désormais une place importante dans leur choix. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus conscients que l'était ma génération à la même époque. Beaucoup plus conscients parce qu'ils ont vécu toute une succession de crises. Ils ont fait partie de la génération qui a pris à bras-le-corps la conscience environnementale, la conscience de devoir consommer de manière plus raisonnée. Je trouve très sincèrement en tant qu'enseignant-chercheur que nos étudiants, si je peux le dire comme ça, réfléchissent bien. C'est-à-dire ils n'ont pas forcément toutes les clés, on ne les a pas non plus, mais en tous les cas, il me semble qu'ils se posent de bonnes questions. C'est un enjeu de survie de la nation. Vous savez, Ernest Renan disait très jolie chose, il disait une nation, c'est avoir fait des grandes choses ensemble et vouloir en faire encore. Quelles sont les grandes choses qu'on veut faire ensemble, qu'on peut faire ensemble ? Je pense que produire fait partie des grandes choses qu'on peut faire ensemble. Produire davantage sur le territoire ne résoudra pas tous les défis économiques du pays. Mais une chose semble faire consensus. Un pays qui ne produit plus perd aussi une partie de sa capacité à choisir son avenir. Car produire, ce n'est pas seulement fabriquer des objets, c'est transmettre des savoir-faire, créer de la valeur et permettre à un territoire de rester vivant. À l'heure où tout semble pouvoir circuler instantanément d'un bout à l'autre du monde, que choisissons-nous encore de construire ensemble ? Et si l'espoir consistait justement à retrouver cet équilibre ? Rendez-vous dans le prochain épisode pour de nouvelles rencontres et de nouvelles raisons d'espérer.